Salut la gang! Aujourd'hui, je reçois Alexandre Ricard, le président de la FTQ Construction. On va faire un retour sur la dernière année de négociation et on va parler de plein d'autres sujets. Bon épisode! Donc, bonjour, monsieur. Bonjour. Mais premièrement, merci d'être là. C'est pas tous les jours que justement qu'il y a quelqu'un comme toi qui peut se rendre disponible, participer à un podcast, un nouveau podcast, encore nouveau podcast depuis quelques mois. En fait, première chose, on va parler de toi. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Ou comment tu t'es rendu justement comme président là, de la FTQ? Donc, justement, juste une petite présentation. Il y a plusieurs questions dans la question. Mon nom, c'est Alexandre Ricard. Je suis président de la FT de Construction. Mais je suis aussi président et directeur général de la section locale 9 à la FT de Construction. Dans la structure de la FT de Construction, en fait, on est 17 affiliés. Le président, normalement, il va être président ou directeur de sa section locale. Fait que c'est un peu un double rôle, en fait, qu'on a. 17 affiliés, tu veux dire que c'est tous les présidents de toutes les locales? Ou? Ouais, est-ce que peut-être tout le monde puis nos travailleurs comprennent plus une section locale? OK, donc, c'est les sections locales. Exactement. Okay. Les affiliés, quand je parle des affiliés, c'est des sections locales. Chacune des sections locales va représenter son métier ou son occupation qui est relié à ça. Il y a certaines sections locales qui vont représenter plus qu'un métier, mais ça va être des métiers connexes. Là. Puis pour être à la charge de la FTQ, il faut que tu sois président ou chef d'un de ces locales-là? Oui, exactement. Okay. Président, c'est une des règles, en fait, d'être président ou directeur, en fait, d'une des sections locales. Okay. Le rôle de directeur est un peu différent. C'est vraiment le directeur qui est présentement Mario Basilico. En fait, son rôle, lui, est dédié à 100% à la FT de Construction. OK. Fait que moi, mon rôle est partagé. J'ai quand même plusieurs rôles. Je suis quand même le porte-parole officiel de la FT de Construction. Ça a été déterminé par les instances. Je vais siéger éventuellement. Les démarches sont en cours pour que je siège à la CCQ, la Commission de la construction du Québec. Donc, je représente les travailleurs à ce niveau-là. Fait que, grosso modo, le président à la FT de Construction, il organise l'ensemble des réunions. Fait que ce soit l'exécutif, donc les instances décisionnelles, l'Assemblée des directeurs, des représentants, ou ce que l'ensemble des représentants des différentes sections locales, on se rencontre mensuellement pour parler, que ce soit des orientations, des enjeux, tous nos spécialistes à la FT de Construction, exact, font un court rapport, soit des lois qui sont en place présentement, qui sont discutées, les revendications qu'on a à la FT de Construction, les prochaines revendications. C'est comme un CA, en fait. Donc, oui, l'exécutif, c'est un CA. L'exécutif, c'est un CA. L'Assemblée des directeurs des représentants, c'est au sens plus large. C'est l'instance qui est décisionnelle entre les congrès, l'organisation. C'est pour garder l'organisation vivante puis l'ensemble de nos représentants. Tu sais, c'est plus de 125 représentants. La FT Construction répartie à travers les locales. Qui couvrent le Québec au complet, l'ensemble des régions. Oui, aussi, oui. Fait que ça, c'est très important. Puis la communication à l'interne est quand même assez importante aussi pour que... Est-ce que vous vous regroupez toujours en présentiel ou il y a beaucoup de virtuel à faire de ça? La pandémie nous a donné un grand coup sur le virtuel. Tout le monde est rendu devant leur écran. Puis... Exact. Fait que je te dirais que anciennement, la FT Construction, parce que moi, je n'ai pas parlé dans mon parcours, mais ça fait quand même 17 ans que je suis permanent à la FT de Construction au début à la section locale 9. Comme représentant syndical, je suis un charpentier menuisier de métier. Fait que j'ai évolué à travers ça. Mais avant d'être au poste que je suis là, j'étais représentant, donc j'assistais à ces rencontres-là. Puis principalement, ces rencontres-là étaient à Montréal, fait que ça nécessitait quand même beaucoup de déplacements. Mais ça, tu viens de où? Moi, je viens de Montréal. Tu viens de Montréal, OK. Ouais, j'étais un petit gars de Chalet-Gonzague. Ouais. Fait que ma représentation aussi s'est faite principalement à Montréal. Comme représentant, aussi comme travailleur de l'industrie de la construction. J'ai exercé à Montréal, Rive-Sud, Laval, donc des régions limitrophes. Quelques fois en région, là, j'ai eu quelques contrats quelques mandats là-dessus. Mais là, en fait, une dévolution dans nos assemblées de directeurs de représentants, comme je te parlais, on a mis ça en virtuel. On a été forcé de ça en 2020. On n'a pas eu le choix. Fait que là, c'était tout le monde. Puis là, on a gardé ce volet un peu hybride
Puis c'est sûr que ça a été apprécié par l'ensemble de nos représentants en région parce qu'à la place de lire un procès-verbal ou des courriels ou quoi que ce soit, ben, plus de sentiments de participation, ça a inclus plus de représentants. Fait que ça a amené une meilleure communication à l'interne. Fait que c'est une formule qu'on a gardée puis qu'on tient à garder aussi. Là. Puis sans t'indiquer ton âge environ, Moi, j'ai 42 ans. T'as 42. T'as-tu vécu comme représentant syndical des années quand même assez rough dans le coin de Montréal ou c'était quand même les gros moments rough avaient un peu s'étaient accalmés, là? Ben, en fait, j'ai commencé dans l'industrie de la construction en 2000. Fait que ça fait 25 ans cette année que je suis dans l'industrie. Je me suis impliqué quand même depuis les premières années là, dans le mouvement syndical. J'ai eu un poste temporaire à la fin 2008 qui a duré 1 an. C'est là que je suis tombé en amour avec le fait de représenter mes pairs, mes travailleurs de l'industrie de la construction. Puis en 2010, dans la section locale, en fait, il y a un poste permanent qui est ouvert. J'ai appliqué. J'ai été chanceux de l'avoir. J'étais très content. Fait que depuis 2010, en fait, je suis permanent là-dessus. J'ai-tu vécu des années rough? Ben, ça dépend de qu'est-ce qu'on parle de rough. C'est sûr que c'est un peu vague, là, une question, là, mais tu dois penser un petit peu à qu'est-ce que je veux dire. Là, mais... Ouais, mais tu sais, des années rough, est-ce que tu sais, sur les chantiers, c'est sûr que ça n'a pas toujours été des enfants de cœur, ça n'a pas toujours été facile sur le terrain. Tu sais, on a une réputation, je trouve honnêtement, avec les années qui est un peu surfait. Là, Je devrais changer aussi, là. Ben, je pense qu'elle est en pleine transition, l'attitude. Ben, moi, tu le vis, je le vis, puis je suis capable de le confirmer que cette évolution-là, elle se fait. On a peut-être une réputation d'avoir un langage un petit peu plus rough que la moyenne, mais même ça, je trouve que ça s'améliore quand même pas mal. Je n'ai-tu vécu dans mes débuts de représentant? C'est sûr, regarde, c'est pas tout le monde qui aime un syndicat. Quand tu te présentes sur un chantier, que ce soit un boss ou quoi que ce soit, ben j'ai pas toujours été bien accueilli. Des fois, c'est normal que je sois pas bien accueilli parce que j'ai pas en défaut. C'est quand il y a des enjeux de santé et sécurité ou la convention collective n'est pas bien respectée. Là, l'entrepreneur qui est là ou le contremaître, ben, ça sent coincé. Là. Qu'est-ce que tu fais ici? Y a-tu quelqu'un qui t'a appelé? Pourquoi tu es là? Puis là, c'est la machine à question. Fait que oui, je n'ai vécu des enjeux comme ça. C'était pas anecdotique, mais j'en ris aujourd'hui, puis c'est quand même confrontant. Là. Ouais, ben c'est ça, mais c'est à force de caractère aussi, là, puis un représentant syndical doit avoir un certain caractère, parce que sinon on passera jamais à travers. Ben, je pense que nos représentants, il faut qu'ils soient extrêmement résilients, calmes, positifs aussi, hein, parce que quand tu appelles ton syndicat, c'est rare que ce soit une bonne nouvelle. Hey, ça a bien été aujourd'hui, peux-tu venir nous voir? Non, c'est rare. C'est ça. C'est rare, ça arrive, ça. Mais justement, tu disais que tu étais charpentier menuisier là, de métier. Tu as fait ton école où? Est-ce que tu trouves que ça a changé à ce niveau-là? Comment tu as vécu ton apprentissage là, dans le métier? Ben moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai étudié en administration au départ, puis l'industrie de la construction, c'était comme un peu ma job d'été. OK. Mais finalement, je dois dire, travailler avec mes outils, j'ai toujours aimé ça depuis que manuel, je suis kid, là, ça bouge. J'ai toujours été manuel, travailler le bois, j'aimais ça. OK. Fait que c'était comme une bonne job d'été bien payante. Au début, je le voyais comme ça. Puis finalement, ben, quand j'ai fait le comparatif de travailler dans un bureau puis versus ce chantier dehors avec aussi la confrérie, l'esprit d'équipe, c'est pas la même game, je te dirais. Là-dessus, fait que après le cégep, j'ai continué dans l'industrie de la construction. Fait que je suis rentré par ouverture de bassin. Fait que j'ai pas fait de formation spécifique là-dessus. Mais c'est quand même drôle parce que j'ai pu... Dans le temps que j'ai rentré en 2000, c'était pas une frénésie comme on connaît aujourd'hui au niveau de la job. Ça allait super bien parce qu'il y avait une reprise dans l'industrie de la construction depuis à peu près, je te dirais, 98. On comprenait reprendre l'économie allait bien, les heures travaillées recommençaient à bien aller. Fait que j'avais beaucoup de gens de métier qui avaient de l'expérience. Puis les apprentis étaient quand même rares sur les chantiers. Fait que la passation de la connaissance, elle se faisait de façon positive puis aisément là-dessus. Fait que j'ai eu le privilège d'apprendre avec des bons gars. Là. Des bons gars avec bien de l'expérience, le kit. Fait que je considère être chanceux. Aujourd'hui, la réalité est tout autre.
Puis c'est une des raisons pourquoi que je suis un des plus grands défenseurs de la formation professionnelle. Ouais. Puis je mise là-dessus. Puis les statistiques le disent, la rétention de le rester dans l'industrie de la construction, si tu n'as pas passé dans la formation, ben, tu es un peu désavantagé. Tu veux pas, ça développe l'aisance, la confiance, le kit. C'est des critères qui font en sorte que tu restes dans l'industrie. Exact, mais la technique aussi, la technique puis la compréhension du travail aussi, je trouve des fois que c'est, oui, en formation, on parle des petits détails sur comment faire le travail, mais aussi d'apprendre à comment être sur un chantier. C'est peut-être des choses qu'on voit moins souvent, mais ça découle vers la santé, sécurité puis plein d'autres choses. Fait que oui, ça devient super intéressant. Là, Mais il y a plein d'enjeux, tu sais, puis je pense que plus qu'on va évoluer dans le temps aussi dans l'industrie de la construction, plus les enjeux vont être grands. Mais de nommer la santé-sécurité, ben, l'évolution de la job aussi, tu sais, des nouveaux matériaux, des nouveaux outils, la technologie qui prend de plus en plus de place dans l'industrie de la construction. Mais tous ces facteurs-là, ben, ça prend quand même la formation professionnelle initiale. Puis il va falloir aussi continuer de travailler sur le perfectionnement. Moi, je me suis orienté vers le perfectionnement. J'ai profité du fonds de formation de l'industrie de la construction pour quand même aller passer quelques formations, sur des angles que j'avais un petit peu plus de faiblesse par rapport à ma connaissance, des angles plus théoriques pour m'assurer la lecture de plans, ces genres de choses-là, la planification du travail pour améliorer mes connaissances à ce niveau-là. Fait que j'ai profité de cet outil-là qui est disponible encore pour l'ensemble des travailleurs, des travailleuses. Mais tu sais, ça reste du perfectionnement. Fait que si j'avais pas eu la chance d'être bien accompagné par des gens d'expérience qui ont accepté de me transmettre l'ensemble de l'expérience. Qui est souvent une bonne école d'apprentissage aussi. Là. Je trouve que c'est encore une très bonne façon d'apprendre, mais tu sais, forcé de constater sur le terrain, c'est plus la réalité qu'on a. Les entrepreneurs sont hyper spécialisés. Le développement plus vite aussi, moins de temps d'expliquer. Il faut que ça goal, ça rush. Oui, c'est un facteur qui est très là, mais juste l'accompagnement. Tu sais, il y a quand même plusieurs mesures qui ont été introduites dans l'industrie de la construction, tu sais, pour contrer un peu la pénurie. Mais on s'attaque, tu sais, à notre régime d'apprentissage dans l'industrie de la construction. Je parle des ratios. Je parle de la diminution de la formation professionnelle. Le moins d'heures, tout ça, ou... Ben, en fait, tu sais, pour faire l'apprentissage, pour devenir compagnon, ben, ça prend moins d'heures. Aussi, au niveau des ratios, ben, tu sais, quand j'ai commencé, là, tu avais plusieurs compagnons, là, pour montrer à un seul apprenti. Là, tu sais, c'est ridicule, mais t'es quasiment chanceux quand tu as un compagnon pour un apprenti, là. Parce qu'il y avait des entrepreneurs qui vont essayer de couper par rapport à ça, puis si t'es malchanceux, ben, c'est un apprenti, mettons, 3e année qui va montrer première année. On met pas la chance du côté à l'apprenant. Quand un apprentissage, là, ça le dit, t'es en apprentissage. Oui, t'es rémunéré, t'accomplis du travail, t'abats du travail, mais t'as pas la même responsabilité qu'un compagnon. Ça, c'est sûr. Fait que faut aller de l'avant, faut miser là-dessus. Ça, c'est une importance primordiale. Pour ça, je te disais que avec mon implication puis ma connaissance maintenant de l'industrie de la construction, je serai toujours un défenseur de la formation professionnelle. Ça, c'est indéniable. Puis avec les enjeux qu'on a dans l'avenir. Ben, tu peux pas passer à côté. Je veux dire, c'est plus que c'est pas nécessairement du monde intelligent, mais plus que tu as du monde formé, mieux ton industrie va aller, c'est sûr, certain, dans tous les aspects de la chose. Là. Moi, je suis 100% d'accord avec toi. Là, après ça, c'est un autre sujet de comment la formation professionnelle est amenée puis comment elle est bâtie. Là. Ça, c'est un autre sujet qu'on pourrait parler pendant longtemps. Là, mais un point, je pense, qui est important, puis je pense qu'il faut que le monde le prenne en connaissance, puis c'est important de faire des revendications au gouvernement pour augmenter la formation pré-embauche et non les réduire. Mais tu sais, depuis 2017, on a stabilisé le financement, en fait, pour les formations professionnelles, puis ça dans beaucoup de métiers, dans l'industrie de la construction. Puis ça a fait en sorte que les gens qui ont rentré dans l'industrie de la construction, vu qu'il n'y avait pas assez d'accès par la formation professionnelle, mais le pourcentage d'accès par ouverture de bassin, donc sans formation préliminaire, a augmenté de manière fulgurante. C'est pas compliqué. C'était tôt contingenté dans les écoles, tu sais ça? Oui, exactement. Puis il n'y avait pas, par rapport aux besoins de main-d'œuvre qu'on a dans l'industrie de la construction, il n'y avait pas assez de formation. Il était à l'envers. Je te donne un exemple. 2017, puis quand même une quinzaine d'années avant, on réussissait à former à peu près 80% des gens qui rentraient dans l'industrie de la construction. Ils rentraient avec une formation préalable, puis tu en avais 20%. Fait que ça, le 20%, ben, vu que tu avais
la main-d'œuvre qui avait de 80 l'expérience, ben, avec une formation, c'était simple pour le système qu'on a. Mais tranquillement, depuis 2017 jusqu'à 2022, 2023, ça a shifté. Puis là, c'est totalement le contraire qu'on a vécu. Là, c'était 80 par ouverture de bassin dans certains métiers, puis 20 par formation professionnelle. Mais ça, il n'y a pas une c'est peut-être une question stupide, là, mais il n'y a pas une règle qui régit ça? T'sais, on peut juste ouvrir les bassins et dire à tout le monde rentre? Ben oui, dans la loi R20 qui nous encadre au niveau des relations de travail, ça régit selon le besoin. Fait que si tu tombes en bas de 5 dans la région administrative, la CCQ peut ouvrir les bassins. OK. Sauf que c'est en lien, c'est multifactoriel. Si le ministère de l'Éducation, le gouvernement ne donne pas assez de financement dans la formation professionnelle. Puis s'il n'y a pas assez d'école pour la demande, etc. Exactement. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que les remplacements et les besoins de main-d'œuvre ne sont pas comblés. Fait que là, veux pas, il y a moins création de pénurie. Ouais. Fait que tu as moins de personnes qui rentrent par formation professionnelle, mais tu as plus de monde qui rentre par ouverture de bassin. Fait que là, on doit redoubler d'efforts pour pouvoir former ce monde-là, s'assurer qu'il reste dans l'industrie de la construction, parce que ça, c'est une grande difficulté qu'on a, la rétention. Ouais. Puis ça s'est inversé. C'est pour ça que dans les dernières années, vous avez entendu la FT Construction parler énormément de formation professionnelle, puis on va continuer en tabarouette, parce qu'on n'a pas plus de financement dans la formation professionnelle. Puis ça, ça peut que combler les déficits de main-d'œuvre qu'on a dans l'industrie de la construction pour répondre à l'ensemble des attentes. C'est ça, c'est oui, combler la main-d'œuvre, mais c'est parce que moins que tu as de main-d'œuvre formée, plus que tu as de problèmes, là. Dans ma tête, là, right? On dit la même chose. Ouais. Moi, je me souviens quand je parlais avec mes parents, c'était comme, soit tu vas là, ou tu vas là, ou tu vas là. Puis là, j'avais décidé justement d'aller faire mon cours électrique là, au DEP. Okay. Puis je me souviens, j'avais fait avant, il fallait que tu fasses des examens pour rentrer dans les DEP publics. Ouais. Puis moi, j'étais bon à l'école, mais j'étais pas dans les top. Là, puis je m'en allais en mathématiques, j'étais bon. Il y a d'autres matières, j'étais pas bon. Puis je me souviens, je pense que j'avais fait 8 examens pour rentrer dans 8 écoles différentes. Mais il y avait tellement de monde que ceux qui rentraient, c'était ceux qui avaient comme 95 et plus. Maintenant, j'avais pas ça. Là. Puis il a fallu que j'aille au privé. Fait que dans le temps, il n'y avait comme pas assez de place pour rentrer dans les écoles, puis c'était tellement contingenté qu'il fallait que tu ailles au privé pour accélérer ton introduction dans la construction. Ben, c'est ça. La période où tu étais puis tu as appliqué pour. Est-ce que vraiment l'offre de formation était adéquate pour former en masse de monde? Parce que il faut toujours avoir un juste équilibre. Hein? Si on veut intégrer notre monde, il ne faut pas non plus mettre de la formation à plus n'en finir, puis faire en sorte de former des chômeurs. Ben, c'est l'expression de. Mais c'est le critère aussi, parce j'en ai parlé, je pense, dans un autre podcast, là, c'est le critère d'être capable de passer tes examens, puis de passer tes examens de compagnon. Des fois, on dirait que c'est pas nécessairement la réalité de qu'est-ce qui se passe sur le chantier, l'évaluation. Ouais, tu touches des bons points. Ça, on en a parlé l'autre fois, c'était comme, OK, oui. Puis là, j'ai regardé les commentaires, puis le monde, c'est comme, ouais, mais on veut pas juste du monde illettré ou du monde qui sont pas capables d'écrire en français. C'est pas nécessairement ça le point. C'est que même si je suis capable de répondre à une question de mathématiques, quand je vais arriver sur le chantier, quand je vais être compagnon, puis je suis pas contremaître ou je suis pas gestionnaire de projet, c'est pas moi qui va le calculer, le transfo, mettons. Moi, je vais l'installer, tu sais. Fait que le compagnon, oui, c'est bien qu'il soit capable de calculer les charges de transfo, etc. Si je parle électrique, là, mettons, mais c'est pas lui qui va le calculer, lui, il va l'installer. Fait que son quotidien, peut-être tout le reste de sa vie dans la construction, ça va être de l'installer. Mais on évalue les gens sur calculer la valeur du transfo. Je sais pas si tu me suis. C'est un exemple. Je te suis, mais en fait, il faut quand même relativiser les choses. Puis, tu sais, mettons, je prends le métier d'électricien. Mais le métier d'électricien a ses enjeux. Ouais. Il y a des codes à suivre. Il y a quand même beaucoup d'enjeux de santé et sécurité quand tu joues avec l'électricité à ce niveau-là. Puis, tu sais, c'est peut-être méconnu en dehors de l'industrie de la construction, mais quand tu développes une compétence, tu développes pas nécessairement une seule spécialisation. Fait que, tu sais, est-ce qu'on va décortiquer puis morceler des métiers jusqu'à, OK, ben toi, je vais te donner une carte pour installer non. Fait que, tu sais, il faut que ça soit considéré dans son ensemble. Fait que, vu que tu as des normes strictes comme électricien,
puis tu as des enjeux, ben c'est important d'être capable d'avoir la capacité de connaître l'ensemble des notions, de Oui. s'assurer de les respecter. Ça, 100%. Fait que, tu sais, faut faire relativiser là-dessus. D'autres métiers, mais ça va être d'autres enjeux, que Ouais. ça soit plombier ou quoi que ce soit. Fait qu'il faut regarder le métier en général, puis c'est important. Puis, mais tu sais, c'est sûr que ce que tu nommes, ben, c'est un peu ce qu'on constate dans l'industrie de la construction, qu'on a des entrepreneurs, peu importe le métier, là, que ce soit électricien, qui sont hyper spécialisés. Tu sais, qui vont dire, bon, ben, admettons, OK, j'ai ma gang qui va Faire du tuyau. faire du tuyau, Mhm. qui va s'occuper des panneaux. Je vais avoir ma gang qui va faire une autre partie. C'est parce que c'est ça la réalité sur un chantier. Oui, c'est la réalité, mais quand même, dans le discours public, là, quand même assez récemment, là, on a eu le gouvernement qui a parlé de polyvalence. Là. Ouais. Tu vois-tu une déconnexion, en fait, dans le discours qu'on entend publiquement? Mais on va avoir plus de polyvalence, mais en même temps, la structure entrepreneuriale est hyper spécialisée. Exact. Comment tu veux que les travailleurs s'ajustent adéquatement? Fait que je pense que ça prend un juste milieu, un développement de la compétence adéquat dans l'ensemble de ton métier. Misons là-dessus, puis faisons en sorte, je pense qu'avant de miser sur des travailleurs qui vont avoir une polyvalence en dehors de leur métier, il faudrait peut-être que les entreprises s'ajustent, puis reprendre une certaine polyvalence dans leur corps de métier Ouais. en tant que tel. Je pense qu'il y a un juste équilibre à refaire. Ben ça, dans le fond, on le sait-tu depuis quand que ça a-tu déjà été révisé, tout ça? Ou on le sait-tu, ces programmes-là ont-tu été révisés ou c'est les mêmes programmes qui roulent depuis plusieurs décennies, mettons? Là, tu parles mettons, les diplômés. Ouais, mettons, Les diplômés DEP ou... sont supposés être revus à une certaine séquence qui est prévue. Puis l'enjeu qu'on a dans l'industrie de la construction, c'est que la CCQ, parce que les syndicats s'impliquent, tu sais, la VT Construction, sur l'ensemble des sous-comités, on appelle ça des sous-comités professionnels. Donc, on implique. C'est quoi les enjeux, c'est quoi les nouveaux apports technologiques, puis le kit. Puis on va donner des conseils au ministère de l'Éducation pour mettre à jour les DEP, s'assurer que la main-d'œuvre développe les compétences appropriées. Fait qu'avec la CCQ, les syndicats et les associations patronales de l'industrie de la construction, on joue ce rôle-là. OK. Mais le problème qu'on a dans l'industrie, c'est que la CCQ est seulement aviseur. Donc, il peut conseiller le ministère, mais si le ministère décide de ne pas y apporter d'attention, de ne pas apporter de financement dans la refonte, ben on est un peu pris dans la revendication. Ouais. Puis là, ben, on ne sait pas quand est-ce que ça va se mettre à jour. Puis je te donne... Fait que ceux qui ont, ce que je viens de te couper, là, mais ceux qui ont l'information ou qui ont les bonnes données pour être capable de faire évoluer ces programmes-là, ils n'ont pas la main dessus. Concrètement, c'est un peu ça. Mais on n'a pas les mains sur le volant. C'est ça. Je l'ai dit, c'est moi qui le dis. Je suis d'accord avec toi. On n'a pas les mains sur le volant, même si l'effort est fait, puis avec la CCQ pour faire la refonte, tout ça, ça ne veut pas dire qu'on a de l'écho puis on a une réponse immédiate. On travaille beaucoup. Je pense que dans les derniers mois, dans les dernières années, avec aussi la nouvelle direction de la CCQ, mais on sent un petit peu plus de travail de collaboration, un petit peu plus d'écoute à ce niveau-là. On souhaite que ça va donner des résultats à court terme parce que je pense que l'industrie de la construction en a grand besoin. Mm-hmm. Parce que, tu sais, les programmes comme Fier, Compétent, etc., ça doit être tiré de... J'espère qu'ils tirent leur connaissance pour être en mesure de bâtir ces programmes-là par du monde qui le vivent sur le terrain et non du monde qui sont dans des bureaux et qui l'ont jamais vécu, non? Fier et Compétent, ce que tu viens de mentionner, c'est plus axé vers le perfectionnement. OK, c'est plus du perfectionnement, mais sur les programmes de formation. On a un petit peu plus les mains sur le guidon là-dessus par rapport à la CCQ, même si une revendication que je me permets de répéter de la VT Construction, c'est toujours de pouvoir bénéficier de ces fonds-là pour pouvoir former adéquatement la main-d'œuvre qu'on représente pour qu'elle soit prête pour l'ensemble des projets qui arrivent dans le futur. Cet argent-là, par contre, est destiné ici. La CCQ est maître dans nos comités en fait, d'organiser la formation. Fait que ça, la CCQ, c'est son rôle. Ça fait partie de son rôle avec les sous-comités, le CFPIC. Mais aussi, une entreprise, pour pouvoir former de la main-d'œuvre, peut demander du financement au Fonds de formation de l'industrie. Mais on n'a pas le légal au niveau syndical. Puis ça, ben, on n'est pas la seule organisation syndicale à le revendiquer quand même depuis plusieurs années. Quand il y a une loi qui se modifie, ben, on demande que ça soit modifié. Ça fait partie toujours de nos cahiers de mémoire de demande. La revendication claire, là, ça serait quoi que vous soyez en mesure d'être
de gérer ces fonds-là, puis de pouvoir attribuer ces fonds-là pour le perfectionnement justement des membres? Ou? C'est pas tant la gestion, c'est de pouvoir faire des demandes d'accès à ces fonds-là pour organiser de la formation professionnelle pour nos travailleurs. Je te donne un exemple. On a une annonce publique, que ce soit un contrat gouvernemental ou privé, la filière batterie. On en parle sur le kit, on n'a pas un grand succès, mais on a quand même, il y a eu des contrats, puis il fallait préparer nos travailleurs. Ben, si on voit que dans un bassin, mettons, Bécancour, il y a eu beaucoup de jobs. Bon, ben, pour développer la main-d'œuvre, puis s'assurer qu'on ait de la main-d'œuvre locale, qu'il y a le développement des compétences adéquats, ben, nous, ce qu'on pense, c'est que le syndicat pourrait s'en mêler, puis s'assurer d'offrir la formation adéquate pour préparer adéquatement nos travailleurs, dans ce coin-là. Parce que notre vision à FT Construction, on vise sur l'employabilité de nos travailleurs, nos travailleuses. Puis ça, on a tout à gagner à se mêler de ça pour nos travailleurs, pour qu'ils puissent travailler à l'année. Parce que la réalité de l'industrie de la construction, on va le répéter encore aux auditeurs, mais on a une moyenne de 1100 heures, tous métiers confondus et occupation. 1100 heures. Sur un potentiel de 1850. 1850, oui. Fait que tu sais, ça a toujours fait partie de nos optiques, notre mission, d'améliorer, en fait, les compétences. la sécurité d'emploi. Ouais. Mais on le voit dans ce niveau-là, de pouvoir faire en sorte que nos travailleurs puissent travailler à l'année. Puis, toi, justement, vous pensez vraiment que ça va être au niveau, plus qu'on améliore les compétences, plus que les travailleurs vont pouvoir travailler? C'est un ingrédient. C'est un ingrédient. C'est un ingrédient, mais je pense que c'est un ingrédient important. La formation, autant pré-intégration de l'industrie de la construction qu'en cours de parcours. Ouais. Exact. Dans le fond, je voulais savoir, parce que justement, je lis beaucoup, j'entends parler, je parle justement aussi avec certaines personnes côté patronal, puis je voulais savoir justement ta vision. Est-ce que tu penses que le rôle des syndicats dans le milieu de la construction est en train de changer? Ben, le rôle, tu sais, les bases, les fondations même du syndicat sont les mêmes. Tu sais, négocier convention collective, s'assurer de la mise en application, la juste représentation sur le terrain, s'assurer aussi que dans les paramètres tu sais, entourant l'industrie de la construction, quand on parle de programmes sociaux, quand on peut parler de plein de projets, tu sais, que ça évolue positivement pour le bien-être de nos travailleurs. Non seulement pour la qualité de l'emploi, mais la qualité de vie aussi. Nos travailleurs. Ça fait que c'est pas mal la mission puis le rôle principal qu'on a comme syndicat. Moi, je parlerais plus qu'est-ce qui évolue, puis je pense qui évolue dans le bon sens, puis on souhaite toujours, en fait, évoluer dans le sens d'établir de bonnes relations. Souvent, ça peut être mal vu, mettons, le syndicat qui s'entend bien avec le boss, quoi que ce soit. Ben moi, je suis plus d'avis que d'établir des relations, des bonnes communications pour atteindre un juste milieu, puis d'avoir la juste part du côté travailleur. Ben, je pense que c'est sain de travailler comme ça. C'est sûr que moi, ce que j'ai toujours répété comme représentant syndical, puis je pense que je vais le répéter toute ma vie, les travailleurs sont condamnés à revendiquer. Parce que c'est pas vrai que magiquement, tu te lèves un matin puis pour tes beaux yeux, un employeur va décider de te donner une augmentation de salaire, un fonds de pension, des congés de maladie payés, des avantages sociaux, un programme d'aide, name it, là, ce que je pourrais te nommer de la conciliation de travail-famille. Il y en a des bons boss, là. Je suis pas en train de dire que les boss, c'est tous des trous de cul puis ça n'a pas de bon sens. Je suis pas en train de dire ça. Il y en a des bons boss, mais dans l'industrie de la construction, là, c'est plus de 27 000 employeurs. Non, je peux garantir qu'il n'y en a pas 27 000 bons là-dedans. Comme dans n'importe quoi. Comme dans n'importe quoi. Fait que, tu sais, je pense qu'on mise vers un bon établissement d'une bonne relation de travail. Fait que si on peut évoluer là-dedans, mais tu sais, c'est pas étranger au milieu syndical d'établir des bonnes relations de travail. On en a eu par le passé. Il y a des époques, ça a été plus rocambolesque. Tu sais, le syndicat est toujours un peu en réaction. Fait que si nos travailleurs se font oppresser par des patrons, que ce soit un seul patron ou par une association patronale, bien, c'est sûr qu'on va être en réaction, on va être en revendication, on va être en plus fort. Puis c'est là où on va avoir plus de mésentente ou de confrontation. Mais est-ce que tu penses que un petit peu plus dans le passé, vu qu'il y avait un surplus de main-d'œuvre, les syndicats étaient plus enclins à justement faire du placement de main-d'œuvre. Puis présentement, on est comme complètement à l'inverse.
il manque de main-d'œuvre. Ça, est-ce que tu trouves que ce rôle-là a peut-être évolué ou a complètement disparu? Tu sais? Bien, c'est sûr que l'environnement a changé. Ouais. C'est l'environnement. Fait que c'est sûr que quand il manque d'emploi pour l'ensemble de nos travailleurs, ben le réflexe de nos travailleurs, puis c'est C'est sûr, de on est vouloir le reflet de nos travailler. travailleurs. Ouais, Le exact. syndicat va prendre les orientations. En fait, c'est ce qu'on mise, là. Mhm. De prendre les orientations, puis c'est pour ça qu'on garde la communication avec nos membres, de répondre aux attentes. Fait que c'est sûr qu'on va avoir un sentiment protectionniste, de faire en sorte qu'il y ait un juste équilibre à travers nos membres, que tout le monde puisse mettre du pain et du beurre sur la table. Fait qu'on va revendiquer Ouais, des jobs, des ouais, exact. contrats, puis bien souvent, vu que l'implication du gouvernement est quand même assez importante dans l'industrie de la construction, le financement de jobs publics Mhm. et ainsi de suite, fait qu'on va faire des revendications. Fait que c'est sûr que il va y avoir une propension aussi à aller plus de se tenir les coudes serrés à Ouais. ce niveau-là. La réalité que tu mentionnes, qu'il y a quand même pas mal de jobs pour un peu tout le monde, puis tu sais, on croit. Il y a quand même des mesures de protection qui doivent être là, tu sais, parce qu'il y a quand même un risque à ouvrir les valves, puis tu sais, on accueille tout le Ah monde ouais. sur la construction. Non, Je c'est viens de sûr. parler tantôt de la compétence. Ouais, ouais. Ben, si on veut protéger la compétence, ben, il faut s'assurer que l'intégration se fasse adéquatement. Puis aussi, on n'en parle pas beaucoup. Tu sais, même si je suis un petit gars de Montréal, ben, je fais le tour de la province du Québec, puis j'ai des représentants à travers la province du Québec. Puis c'est pas toute la même à travers les régions. Il y a des régions Même qui. réalité, tu veux dire? Exact, c'est OK. pas les mêmes réalités au niveau du travail. Il y a des fois, ben, tu vas manquer de job un peu, ça va être un petit peu plus Ouais. saisonnier. Fait que peut-être que les gens de Montréal vivent un peu moins ça, mais quand on fait le tour de Ouais, la c'est province ça. du C'est pas Québec, la même réalité. c'est pas la même réalité. Fait qu'il Ouais. faut qu'on s'ajuste comme mouvement syndical, qu'on soit à l'écoute de l'ensemble de nos régions puis de la réalité qu'ils vivent. Puis ça, c'est important pour nous autres. Ça, on a toujours été un porteur de l'ensemble de nos régions. Fait qu'il faut aller chercher un juste équilibre. Puis c'est pour ça qu'on a toujours fait la protection de la mobilité provinciale. Tu sais, on a Ouais. entendu beaucoup là-dessus. Puis on va toujours encourager que nos travailleurs dans l'ensemble des régions travaillent en Le premier, plus possible. le Là. plus possible. Ouais. Puis, tu sais, on trouve ça ridicule. Tu sais, mettons, tu me fais allumer sur une intervention. On a été sollicité à l'IVT Construction pour intervenir auprès du projet de loi 112. Projet de loi 112 au gouvernement de la CAQ, pour faire un petit court résumé là, sur la parenthèse. C'est pour ouvrir, en fait, la province du Québec aux autres provinces, aux travailleurs économiquement. Il n'y a pas juste les travailleurs de l'industrie de la construction qui est concerné. Comme aller en Ontario ou whatever. Comme aller à l'Ontario, se le quitte. C'est quand même des choses ou des réalités qui font partie de notre quotidien. On connaît ce contexte-là. Mais tu sais, ce qu'on est allé défendre, c'est la protection de nos travailleurs, nos travailleuses dans l'ensemble de nos régions. Moi, quand j'ai un travailleur, que ce soit en Gaspésie, en Abitibi, où je pourrais t'énumérer, Ouais. que ce soit à la Côte-Nord, qui a de la misère à faire 800 heures, 900 heures dans sa Il y a du région. monde de Montréal qui vont travailler là. Fait que j'ai du monde de l'Ontario. Ah ouais, de l'Ontario. De l'Ontario, ben là, c'est parce que ce projet de loi-là vise à ouvrir OK. les frontières de la province à d'autres provinces pour les travailleurs. Fait que si j'ai du monde de l'Ontario qui viennent travailler sur des jobs gouvernementaux, surtout gouvernementaux ou privés, qui viennent travailler à Montréal, ben, il y a un peu un non-sens. Pourquoi c'est pas mon travailleur compétent de la Gaspésie, de l'Abitibi, de la Côte-Nord, du Saguenay qui vient pas travailler à Montréal? Ben ça m'amène d'autres questions aussi, là, parce que les autres, ils vont-tu comment dire, vont-tu accepter les lois québécoises au niveau syndicat, etc. Ouais. Quand c'est-tu dans le projet de loi, ça? Ben, la position, en fait, qu'on est venu défendre, puis la plus grande recommandation qu'on a faite de modification de ce projet de loi-là, c'est que pour toute intégration, tu sais, pour ceux qui nous écoutent puis qui connaissent un peu moins, il y a déjà des ententes avec l'Ontario, de réciprocité qu'on a. Il y en a avec le Nouveau-Brunswick puis l'île du Prince-Édouard. OK. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Les ententes de réciprocité au niveau des travailleurs, qu'ils respectent notre système d'apprentissage, qui est la CCQ, l'obtention de la carte de compétences, tout le kit. Donc, il y a déjà des ententes qui sont faites. Mettons un travailleur québécois qui a son fonds de pension, qui est géré, puis il a sa carte médic. Ouais. Il y a des ententes de réciprocité que s'il va travailler en Ontario, qui est capable de récupérer l'argent qui est donné dans le fonds de pension là-bas pour qu'il le ramène ici, qu'il le rapatrie. Par un employeur de l'Ontario, c'est ça? Québécois. Québécois. Québécois qui va travailler en Ontario, OK. au Nouveau-Brunswick, quoi que ce soit. Fait que ce qu'on est venu revendiquer, c'est de s'assurer
que si on ouvre les portes, Ouais. mais qu'il y ait une obligation, qu'il y ait une entente avec la dite province. Parce que eux autres, ils l'ont pas. On n'a pas cette C'était pas entente-là. prévu dans le 112. OK. C'était pas prévu dans le 112, mais c'est sûr que, je vais être franc avec toi, je serais quand même surpris qu'on ait des travailleurs de l'Alberta ou des travailleurs de Vancouver. Vu la distance, ça Non, c'est ça. Ben, serait un les peu régions loufoque. proches, là, mettons. À moins qu'il y ait un travail très niché, puis Ouais. là, ben, il n'y a pas d'entrepreneur qui fait ça, puis il n'y a pas d'employeur, puis ni de travailleur qui fait ça à travers le Canada, puis tu en as un à Vancouver, puis Ouais, pas de exact. contrôle au Québec. À part cette situation exceptionnelle-là. Fait qu'au moins, ce qu'on peut se rassurer, c'est qu'on a déjà des ententes établies avec l'Ontario, qui est notre province qui est la plus limitrophe. En Outaouais, nos travailleuses en Outaouais Ah, c'est ça, ils traversent le pont, là. Ouais. sont habitués dans cette réalité-là. On a amélioré depuis les dernières années les fonctionnalités interprovinciales, mais on a insisté qu'on veut s'assurer qu'on ait le respect de nos travailleurs. Fait que si on ouvre les valves et nos frontières du Québec, je comprends qu'on veut se solidariser au Canada à cause de ce qui se passe au sud avec les États-Unis. Ouais. Mais quand même, il faut garder en tête que nos travailleurs, nos travailleuses qui ont déjà des cartes de compétences, qui ont la compétence pour travailler sur nos chantiers au Québec, mais qu'ils soient priorisés. Ouais, ben c'est ça, puisque ouais. C'est sûr et certain que si toutes ces règles-là étaient uniformisées à travers le Canada, ce serait pas un enjeu, mais là, c'est toutes pas les mêmes règles, justement, en Ontario et les autres provinces, right? Non, mais il y a quand même, on se fait souvent comparer à l'Ontario, quoi que ce soit. Mais il y a plusieurs de nos travailleurs qui travaillent dans l'industrie qui connaissent le Red Seal. Ouais. Il y a beaucoup de métiers comparables qui sont couverts par le Red Seal. Fait qu'il y a une reconnaissance quand même assez facile OK. à faire avec. On entend beaucoup là, en Ontario, il y a 7 métiers, notre système d'apprentissage, puis plein des affaires là-dessus pour dénigrer notre système aujourd'hui. Moi, ce que j'ai envie de répondre à ces détracteurs-là, c'est que peu importe dans quoi tu t'aventures, ça te prend un système, puis je connais pas un système parfait. Fait qu'au lieu de vouloir démolir un système, on est tous humains de se parler ensemble, puis de voir qu'est-ce qui marche pas, puis d'assurer d'améliorer nos faiblesses. De trouver des solutions et de s'optimiser ou de s'améliorer. C'est pas toujours donné à tous, ça, hein? Non. Good. Ben, en fait, justement, là, sans revenir trop en détail sur tout ce qui s'est passé dans la dernière année, si je parle juste de la dernière année, parce que d'après moi, ça roule depuis déjà un bon bout. T'sais, on sait, là, c'est quand même été une année de négociation, etc. Sans rentrer dans les détails, on sait que ça a quand même brassé d'une certaine manière. C'est quoi ton résumé ou ta perception de ce qui s'est passé au niveau des confrontations? C'est quoi tu tires de cette dernière année de négociation-là? Mais si on parle de différents secteurs, j'ai des conclusions différentes. Mais mettons, ouais. La confrontation, moi, ce que je vais te dire, c'est que, premièrement, je profitais du forum que tu me donnes d'être invité à ton podcast pour féliciter l'ensemble des travailleurs parce que je pense que ça nous a tous touché, la crise de l'inflation. Ouais. Puis ils en ont tous parlé, ces chantiers. Je pense que nos travailleurs qu'on représente réaliseront jamais à quel point que ça l'a aidé sur la table de négociation de convaincre les associations patronales. En l'occurrence, on a quand même conclu. Puis ça, c'est pas de peur dans la confrontation, mais il faut se féliciter que tous ensemble, on a réussi à régler 3 conventions collectives avant les décrets. Ouais, c'est ça. Quand même assez rapidement. C'est historique, ça, quand même. C'est quand même historique avec des taux qui sont quand même assez appréciables. Puis on a atteint l'objectif numéro 1 qu'on s'avait fait donner par nos travailleurs. C'était de récupérer l'inflation. Est-ce que ça a été récupéré sur la première année? Non, mais sur la durée de la convention collective, on a atteint cet objectif-là. Puis on a quand même réglé. Puis relié à ça, ben moi, je relie beaucoup ce rapport de force-là qui a été repris, non seulement parce que les travailleurs se sont impliqués, qu'on représente, puis aussi la victoire qu'on a obtenue en contestant le projet de loi qui nous avait forcé au retour au travail en 2017. Si je fais un petit retour historique, en 2013, négociation, on a une grève multisectorielle, on a une loi spéciale qui nous force au retour au travail en 2013. 2017, même situation. Même affaire, Par contre, 2017, on prend la position, on conteste la loi spéciale au niveau juridique. Est-ce que ça nous a donné quelque chose ultimement en 2017? Non. Un précédent pour la suite, d'ailleurs. Mais un précédent pour la suite, parce que la décision est arrivée quand même une année avant le début des dernières négociations de convention collective. Fait que c'est sûr qu'en ayant gagné le fait qu'un gouvernement ne peut plus nous forcer au retour au travail pour des raisons économiques, mais ça a fait en sorte de rétablir un peu notre rapport de force. Puis là, ben, ça a forcé les associations patronales, ben, on n'a pas le choix de jaser avec nous autres. Ouais, exact. Parce qu'on peut plus
On peut plus s'asseoir sur nos mains puis d'attendre que le gouvernement nous force un retour. On n'a pas le choix de jaser avec On vous dit à papa, elle vient m'aider, puis j'ai autres. besoin d'aide à la table. Exact. Fait que ça, je pense que ça a été bénéfique pour l'ensemble des travailleurs qu'on représente. Puis ça nous a amélioré un peu la situation. Puis je peux pas cacher qu'on a quand même senti, même si on a nos preuves à faire encore avec les associations patronales, quand même des discussions quand même assez franches. Mais je pense que c'est important que ça soit franc. Mhm. Moi, j'adore ça que ça soit franc parce que si c'est pas franc, ça amènera jamais à rien, là. Je suis totalement d'accord avec Dans ma tête, là. ce qu'on essaie de miser. Pour ce qui est du résidentiel, ben le monde le savent. On a fait une grève déclenchée après avoir consulté l'ensemble de nos membres. La mission était la même. Hein? La mission, c'était d'atteindre de récupérer la perte par rapport à l'inflation, s'assurer qu'on ait des augmentations de salaire à la hauteur de l'inflation des 4 prochaines années, Puis à d'avoir côté de aussi l'enrichissement. Puis aussi, ben la réalité, on en a parlé en tant qu'alliance syndicale, ben le salaire égal, travail égal. Ouais. Parce que dans le résidentiel, on accuse un sérieux retard au niveau de la rémunération par rapport aux autres secteurs. Puis pourtant, nos travailleurs, nos travailleuses, tous métiers confondus, font des tâches similaires, que ce soit dans le résidentiel, dans le commercial. Fait que, tu sais, ça cause des enjeux. Ça, c'était quand même un sujet. Puis c'était une mission, là, première qu'on avait de nos travailleurs, puis ça n'a jamais été aussi important dans cette négociation-là, le message qu'on a reçu de l'ensemble des travailleurs de l'industrie de la construction sur l'état de négo, que ça, il faut faire des avancées. Ben, c'est parce que c'était, outre que la vie des travailleurs, parce que c'est sûr et certain que je pense qu'une des victoires, c'est le salaire. Ça, c'est ce qu'on voit dans les nouvelles, puis la plus grande victoire, c'est ça. Mais outre comme que je disais, ça, on parle pas nécessairement juste de la vie des travailleurs, là. C'est que l'écart entre. Puis là, ça, c'est mon opinion, puis je veux dire, je suis pas la vérité absolue, là, mais c'est parce que ce qu'on voyait, c'est que, tu sais, entre les secteurs, plus que tu grossis la barge, ben, il y a beaucoup de monde qui vont faire le saut. Fait que c'était pas juste un danger au niveau des travailleurs, mais c'était de l'industrie de la construction au complet, parce que là, on sait qu'il y a une pénurie de logements, de main-d'œuvre. Oui. Puis là, moi, je voyais ça aller, puis là, j'étais comme, OK, le gouvernement veut investir pour bâtir plus de logements. Mais là, si on n'est pas capable, si on n'a pas de travailleurs, parce qu'ils font tout le saut vers un secteur, un autre secteur où ils sont capables d'aller faire le même travail, d'avoir des meilleures conditions, puis qui, eux, avaient déjà signé aussi. C'était ça aussi là, qui était impressionnant d'une certaine manière, parce que tu avais d'autres secteurs qui avaient signé, puis tu avais un secteur qui se battait un peu pour sa vie. Mais c'est ça que je trouvais quand même intéressant, ou même peut-être un peu épeurant, parce que oui, les négociations, d'une certaine manière, on parle des conditions des travailleurs, mais c'était aussi sur toute l'industrie résidentielle, là, qu'il y avait quand même un gros enjeu. Là. Puis, tu sais, il y a beaucoup de contradictions. En tout cas, tu sais, quand tu parles des challenges d'un égo, sans nécessairement aller trop dans le détail, mais il y a tellement de contradictions. On entendait sur la place publique, bon, là, ça va augmenter le coût de l'habitation, quoi que ce soit. Ouais, mais en même temps, tu entendais plein d'entrepreneurs qui disaient qu'ils payaient déjà commercial. Ça aussi. Le coût qu'on a de nos travailleurs, je vais être honnête avec toi, c'est en forte proportion qui sont déjà payés commercial. Fait qu'ils trouvent ça aberrant pourquoi ça ne serait pas inscrit dans leur convention collective puis qu'on n'aurait pas ce réajustement-là ou ce rattrapage-là, peu importe comment qu'on le nomme. Fait que, tu sais, c'était une grosse guerre de l'information. Ben oui, puis c'était une aberration pour nos travailleurs. Comment voulez-vous qu'on explique aux travailleurs qu'on représente? Ben non, regarde, on vit une réalité, on veut atteindre des objectifs, puis je pense que notre industrie là, de la construction à Québec, là, au Québec, nos travailleurs sont fiers là, de bâtir le Québec de demain. Fait que quand tu attaques là-dessus, ben il y a une émotivité, il y a une fierté qui se dégage de ça. Puis pourquoi qu'ils ne mériteraient pas la même chose que les autres secteurs? Ben, c'est un non-sens. Moi, c'est ça qui. Tu sais, je te posais la question à toi, là, mais moi, c'est ça qui me le plus fasciné là, dans cette négociation-là. C'est que, oui, moi, tu sais, comme en politique, c'était une méga grosse guerre de l'information. Ouais. Mais c'est parce que quand on voyait l'information sortir, puis on regardait de où provenait l'information, des fois, tu étais comme, OK, ben ça marche comme pas, là, parce que on dirait que tout le monde se contredit, mais c'est parce que tout le monde s'en va vers on s'en va vers la montagne, puis
tu sais, le creux, on va se pitcher en bas parce que si on s'entend pas, ça va juste foutre la merde d'un bord ou de l'autre. Tu sais. Fait que ça m'a quand même impressionné comme négociation. Puis le fait aussi, toi, est-ce que tu sens, encore une fois, aller dans le détail, est-ce que tu penses que ça a créé un défi que les autres secteurs aient signé, même si c'était un succès là, que les autres secteurs aient signé, mais est-ce que ça a créé un genre de débalancement dans les négociations? Est-ce que ça a joué un impact? Parce que si on regarde les faits, ça a quand même joué un impact solide. Là. Oui, ça a eu un impact. Est-ce que c'était une expérience qu'on a vécue dans le passé? J'ai beau chercher Mais par non. le passé. Parce que c'était multisectoriel avant Exact. La plupart des grèves qui ont eu lieu ou des conflits de travail qui sont approchés ou des difficultés de négociation, bien souvent, on avait des difficultés de négociation quand même assez similaires, peu importe le secteur. Que là, complètement un secteur se détache totalement. Mais il faut quand même expliquer historiquement, parce que c'est méconnu de nos travailleurs, mais cette réalité-là qu'on est en 4 secteurs distincts, ça date quand même depuis 93. Okay. Mon Dieu, je pensais que c'était de même depuis tous les temps. Ouais. Avant 93, tu avais des décrets de l'industrie de la construction, puis tu avais un seul secteur. Mais quand ça a changé pour pouvoir améliorer, puis de transitionner, si je peux m'exprimer comme ça, d'un décret à aller vers des négociations de conventions collectives. Mais ça, cette modification-là en 4 secteurs est apparue en 93. Okay. Mais à travers le temps, depuis ces années-là, l'ensemble des secteurs, vu la grande polyvalence des travailleurs entre les secteurs à travailler dans des secteurs distincts, ben l'ensemble de la vision a pas mal été similaire. Tout ça, même s'il y a des conditions qui sont distinctes. Tout a évolué comme quand même ensemble. Pas toutes de façon pareille exacte, mais ça a quand même évolué de façon ensemble. Puis là, ben, on sent un peu, peut-être, ça vient-tu plus des associations patronales ou de groupes de force de la société québécoise qui veut distinguer un peu le résidentiel. Ben, ça se peut. Mais il faut quand même dire que cette réalité-là de 4 secteurs est là depuis 93. Mais là, c'est la première réelle, je te dirais, expérience qu'on a qui s'est vraiment différenciée. Mais qu'est-ce qu'on entendait, là, puis on pourra passer au prochain appel, là, mais qu'est-ce que moi j'entendais ou j'étais capable d'observer, c'est que on dirait que les secteurs où il y avait beaucoup plus d'argent, ça a fait comme OK. Boum, je passe à autre chose. On sait qu'il y a de la difficulté dans le milieu résidentiel. Fait que on sait que c'est sûrement ça qui s'est fait une friction. Parce que les autres secteurs ont quand même été. Tu sais, c'est historique. J'enlève aucun travail à toi, à ton équipe, puis tout le monde qui ont été impliqués, même côté patronal, même le côté gouvernemental, pour signer ces 4 secteurs-là. Mais on sait qu'il y a beaucoup plus d'argent là-dedans. Fait qu'ils sont, d'une certaine manière, ils ont plus de capacité d'absorber ce coût-là. Par contre, au résidentiel, c'est un autre game, non? Ben, c'est sûr, je t'écoute, puis je t'avoue que ce discours-là, quand on fait les recherches, je te le quitte, puis qu'on regarde vraiment sur le terrain qu'est-ce qui se passe, je suis obligé de te dire que c'est pas vrai. C'est pas vrai? Pourquoi? Parce que la réalité dans le résidentiel, tu sais, je pense qu'elle a évolué elle aussi. C'est de moins en moins des propriétaires qui vont décider de s'acheter eux-mêmes leur terrain, développer leur propre résidence, puis être leur propre développeur. C'est la réalité, là. C'est des tours à condos, c'est des maisons arrangées. Fait que c'est des gros développeurs qui vont prendre des grosses marges de profit, qui vont en rester pas beaucoup. Puis l'impact de l'augmentation du prix des matériaux, là, on en a parlé durant les négos, ça a sorti publiquement, est pas mal plus importante que la proportion coût des matériaux, coût de la main-d'œuvre dans le résultat final. Ça a monté de façon rocambolesque dans les dernières années. Ouais. Les prix des taxes foncières, le prix des terrains, ça, là, c'est pas de la faute des travailleurs. Non, exact, mais... Fait que quand il y a une augmentation, le pourcentage, on peut s'ostiner sur le coût, puis on dit qu'on parle dans le détail, mais sur le coût, là, le réel pourcentage, là, que ça soit qu'on pense que ça va impacter, mettons, il y a une augmentation de 8 on pense que ça va augmenter la maison de 8 je te garantis que les promoteurs, tout ce qu'ils ont fait quand on a eu une augmentation de 8 c'est tout ça qu'ils ont fait. Ils ont tout augmenté leur prix des maisons à 8 c'est sûr. Mais la réalité, il faut réfléchir plus loin. Quel impact que ça a sur le coût réel de la maison?
quand on a le coût des matériaux, le coût du terrain, le coût des professionnels, et ainsi de suite, tout dépendant du type de maison, puis je veux pas me lancer dans une guerre de chiffres, mais ça peut prendre une proportion de 60, 70, Ouais. même 80%. Fait que si tu vas dans un range, là, puis admettons, on va être large puis on va être généreux, là, mais que le coût de la main-d'œuvre, c'est entre 20 puis 50%, mettons, de ton produit final. Parce que tout dépendant, tu as une maison unifamiliale, tu as une maison en rangée, tu as un condo ou un multiplex, ça va varier. Ouais. Le pourcentage de la main-d'œuvre dans ton 100%. projet. OK? Fait qu'on s'entend là-dessus, on ne tombera pas dans une guerre de chiffres. Mais si tu prends juste 20 de ton 8 je pense que tes auditeurs sont capables de faire le calcul. Mhm. Ça ne donne pas 8 d'augmentation du prix de vente. Là. Non, évidemment, mais puis là, la question qui tue, c'est pourquoi d'abord ce secteur-là a eu de la difficulté justement à pas signer puis était en grève? Parce que les plus gros veulent toujours se mettre plus d'argent dans les poches. Je comprends. Fait que quand on me dit qu'il y a plus d'argent dans le génie civil ou le kit, de façon simple, c'est sûr que tout le monde se dit génie civil, c'est plus le gouvernement, il y a plus d'argent. Le commercial, il y a plus de privé, des grandes multinationales. Ils ont des économies fiscales, tatatata. Ils ont les moyens de payer. Mais si ça serait la réalité de vraiment le payeur, là, puis que l'augmentation de salaire se traduise vraiment dans le portefeuille du payeur, ben, j'achèterais peut-être ce discours-là. Mais présentement, dans la réalité du terrain, c'est pas la réalité. OK. Mais, tu sais, parce que, tu sais, ça, c'est un message qu'on nous a passé souvent aussi, là, qu'on a entendu un peu partout. Mais si je serais à leur place, je passerais le même message. Ben, c'est ça, parce que, justement, ça vient... Mais je suis pas à leur place. Ça vient entacher la narrative. Mais, tu sais, par contre, au côté positif, là, dans le fond, là, à travers toutes les négociations qu'il y a eu cette année, à part si on parle pas question salariale, qu'est-ce que les entrepreneurs, pas les entrepreneurs, les travailleurs vont gagner là, dans cette négociation-là? Mais c'est sûr que la mission première, c'était vraiment le salaire. Fait que ça, c'est la plus grande impact. Si on parle des autres impacts, ben, tu sais, il y a les frais de déplacement. Je pense qu'on a fait des belles mises à jour par rapport aux frais de déplacement. Est-ce que c'est suffisant? Je te confirme que non. Peux-tu rentrer un peu dans les détails, dans les frais de déplacement, sans y aller par métier? Tout dépendant de la convention collective, quand tu parcours un certain nombre de kilomètres pour te rendre à la job, ben, tu as une indemnité pour tes frais de déplacement. Fait que l'essence, ton véhicule. Parce que c'est important, plusieurs ne le réalisent pas, mettons, dans la population, mais moi, je me plais à appeler notre industrie une industrie nomade. Ben oui, 100%. Parce qu'admettons, si je fais un comparatif, tu as un bureau, peu importe, que tu sois un col blanc, un col bleu, tu vas travailler pour une ville, tu vas travailler pour une shop ou quoi que ce soit. Normalement, tes réflexes, ça va être de t'établir proche de ta job. T'sais, si tu travailles à Montréal, bon ben, tu vas essayer de t'établir à Montréal ou peut-être dans des banlieues qui te offrent du transport ou quoi que ce soit, ou c'est adéquat et c'est rentable pour toi. Dans l'industrie de la construction, pas possible pour nous autres, parce que la moyenne des jobs, ça va être 2 mois et demi. Fait que tu bouges souvent de place. Fait que s'il faut que tu déménages à tous les 2 mois, t'as pas fini de faire des boîtes. Mais c'est quoi? Non, ça c'est sûr, mais c'est quoi c'est une mise à jour des montants. OK, la mise à jour des montants. Est-ce que le kilométrage a baissé ou? Non, au niveau des paramètres de couverture, ça n'a pas changé. C'est les mêmes montants. Est-ce qu'on avait l'objectif d'améliorer ça? Oui, on avait l'objectif. Mais c'est sûr que... règlement va vite, mettons. Ben, c'est ça. Si on voulait avoir un règlement rapide puis tout ça, ben on a présenté ça à nos travailleurs. Je pense que ça l'a satisfait une partie. Est-ce que ça l'a satisfait tout le monde? On confirme que non. Est-ce que ça nous a satisfait complètement comme négociateur? Non. Sauf que je pense qu'il y a un travail constant qui doit être fait là-dessus. Exact. Fait que, il n'y a pas eu beaucoup de modifications qu'on appelle normatives dans les textes de la Convention collective. C'était pas la première mission. C'était vraiment ça. Mais on en a quand même fait une couple d'améliorations. Il y a eu des clauses particulières dans différents secteurs qui ont été négociées. Fait que, on l'a expliqué sur en assemblée syndicale lors de l'acceptation des conventions collectives. Fait que c'est ça que ça s'est concrétisé pour l'amélioration des conditions. Mais on va se le dire, l'argent amène le monde. Ben oui, c'est sûr. Fait que l'augmentation de salaire, puis c'était la mission numéro 1, puis on l'a respecté. Ben oui, c'est juste normal. Là. Je veux dire, l'inflation, ça touche tout le monde. Tu n'as pas le choix. Là. Fait que, je veux te parler innovation, transformation numérique, etc. Moi, je suis un peu dans ce secteur-là. Puis, en fait, est-ce que la FTQ a une mission à ce niveau-là? Comment que vous voyez ça présentement? Toute l'évolution de la technologie, l'intégration sur les chantiers. Mais première question, c'est
sais, comment vous accueillez ça présentement? Est-ce que ça a changé ou est-ce que vous êtes en train de mettre en place certains programmes ou etc. pour justement, si on parlait de perfectionnement ou de compétences, est-ce que ça va, à un moment donné, faire partie de qu'est-ce qu'on va faire pour les travailleurs? Mais c'est sûr que notre vigilance est de s'assurer que, tu sais, en premier lieu, que la formation suive Ouais. son cours, puis tu sais, les enjeux de demain dans l'industrie de la construction. Donc, l'évolution technologique n'en fait partie. Est-ce que OK. c'est la seule chose? Non, mais l'évolution technologique n'en fait partie. Ça m'amène à te ramener peut-être aux dernières négociations de 2021. Il y a eu un enjeu sur les applications web, Ouais. le suivi, sur l'horaire de travail, donc le punch-in, punch-out, le punch numérique, si on peut appeler ça comme ça. C'est sûr que c'était un enjeu, principalement par rapport à la vie privée. Parce que qu'est-ce qu'on avait comme demande au niveau patronal? C'est l'utilisation des appareils cellulaires de nos travailleurs qu'on représente. Ouais. Puis ça, bien qu'il y en a qui voient pas tant de problématiques, mais il y a quand même des lois à respecter. Puis la vie privée, c'est important. Puis ça, c'est important de la protéger. Fait que, tu sais, on s'inscrit dans ce déroulement-là si on prend le créneau de la technologie. Tu sais, si c'est fourni par l'employeur, c'est quoi le problème? Tu sais, on voit pas tant de problèmes, longtemps que ça soit pas trop intrusif, ça suit certaines règles de base, avec la géolocalisation exactement. Tu sais, il y a des règles qui l'encadrent. Tu sais, il y a un certain droit qui est au niveau patronal qui peut être utilisé, mais ça a ses limites. Le braquage ou la confrontation, ce qu'on arrive, c'est quand il y a une imposition patronale à utiliser les équipements personnels du travailleur, l'intrusion dans la vie privée. Fait que ça, toujours ça, on va se braquer là-dessus. Je pense que la technologie, puis si on parle juste d'intelligence artificielle, je pense qu'à tout le monde que je parle, ça soulève toute notre curiosité, mais ça soulève toute une inquiétude à tout le monde. Parce que où est-ce que ça va se rendre? Ouais. À quel point ça va contrôler ma vie? À quel point ça peut prendre des informations personnelles dans mes affaires? Fait que je pense qu'on va rester syndicalement un rempart là-dessus, un moteur d'information pour nos membres de où sont les limites qu'un boss peut aller versus où ce qu'il ne peut pas aller. Puis, il faut se retrouver là-dedans, puis le respect de la vie privée. Je pense que ça, c'est la base. Mais je pense que dans la question technologique, il y a plus que les applications. Je pense qu'on parle de robotique, on parle Exact. d'aide, tu sais, pas le terme, là, mais on cherche la terme les deux, là. Justement, on a eu les autres là, à embarquer avec la FTQ, recevoir un exosquelette, mettons. Ça va pas ça, non? Je pense pas qu'on va embarquer là-dessus parce que justement, c'est un outil de travail. Ouais. Les outils de travail, c'est à l'employeur. Là. Exact. Mais non, c'est ça. Fait mais c'est parce que, tu sais, de plus en plus, justement, oui, on parle d'apps pour utiliser sur les téléphones, mais si les apps, justement, t'as pas nécessairement de géolocalisation ou whatever, parce que, comme je te dis, tu sais, de plus en plus, les entrepreneurs, c'est sûr et certain qu'ils doivent faire une transformation numérique pour améliorer leur efficacité, aussi la communication entre les chantiers, parce que c'est pas juste mauvais, la technologie, là. Les travailleurs, ils peuvent en bénéficier d'une certaine manière, donner le temps plus facilement, pas être obligé de toujours rappeler ou des trucs comme ça. Il y a plein d'avantages. Je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, je t'ai parlé de la limite de la vie privée, mais je te rajouterais un autre. C'est ça, c'est quoi la limite? Je pense que les lois l'encadrent quand même assez bien. C'est complexe. Je pense pas que je suis en bonne place pour faire un cours de droit. Ça me prendrait un procureur à côté de moi pour assurer que je dise pas de la merde là-dessus. Mais tu sais, où ce que je te dirais, c'est que où ce qu'on va sensibiliser l'ensemble de nos travailleurs aussi, c'est que l'employeur a ses responsabilités. Il faut qu'il continue à assumer ses responsabilités. Et le travailleur n'est pas là pour se faire décharger les responsabilités de son employeur. Je te donne un exemple. Le cellulaire, on en parlait. Mais regarde, si le cellulaire est fourni ou l'appareil ou la tablette ou peu importe, l'outil électronique, c'est fourni par l'employeur, bien déjà là, on voit ça d'un meilleur œil. Parce que ça, c'est la responsabilisation de l'employeur. La supervision, que ce soit en matière de santé et sécurité, évolution, planification des travaux pour que ça fonctionne bien, mais ça, c'est important. Mais c'est pas vrai que parce qu'on évolue technologiquement, que l'employeur n'aura plus besoin de son contremaître qui va superviser les travailleurs je pense pas, et que ça va déverser.
je comprends que tu le penses pas vraiment, mais je peux te dire que sur le terrain, ben souvent, certains employeurs prennent ces moyens technologiques-là pour faire des économies de bout de chandelle. Donc, de Ouais. diminuer la supervision, puis là, ben, si tu as un travailleur, puis tu lui donnes le rôle de superviser, puis de s'assurer qu'il fasse tout de A à Z, ben, je suis désolé, mais il va falloir que tu payes Ah, ben là, ça pour les oui, 100%. responsabilités. Ça, je suis très Fait d'accord que, avec toi. Là. fait que où est-ce qu'on va s'équilibrer, c'est que, oui, l'intégration de la technologie, mais les principes fondateurs de, bon, ben, le doer, le travailleur qui donne de son temps pour accomplir du travail, ben, va rester dans ces paramètres-là. Ah oui, Puis s'il veut utiliser l'ensemble de nos travailleurs pour leur donner des responsabilités, ben, il y a une prime qui vient avec. ah, C'est ben, ouais, chef c'est ça. d'équipe, Ah, contre-maître, quoi que ce soit. 100%. Fait que ça, on va rester vigilant là-dessus. Puis on informe nos travailleurs. Puis ça, c'est une vigilance qu'on va toujours avoir là-dessus. Mais est-ce que tu penses qu'il y a une réticence uniquement à propos de ça, au niveau de, justement, si j'utilise ça et je dois passer du temps à faire ça, je dois justement être, pas nécessairement récompensé, mais je dois être payé pour mon travail. Est-ce que tu penses que c'est uniquement ça ou, parce que, tu sais, on le sait, là, il y a du monde qui sont un petit peu plus âgés dans le milieu de Mhm. la construction, il y en a qui sont moins habiles avec la technologie, il y en a qui veulent juste rien savoir de la technologie non plus. Mais toi, est-ce que tu sens un certain frein à la transformation numérique? Au niveau travailleur ou c'est vraiment juste bien s'entendre sur comment elle est utilisée? Ben, je pense qu'ultimement, l'être humain à la base, le changement, Ouais, on si a jamais. toujours une réticence par Ouais. rapport à ça. Fait que c'est pas un enjeu seulement au niveau des relations de travail, c'est pas un enjeu uniquement syndical. C'est un enjeu par travers. Humain, là. Je pense que c'est un enjeu humain, mais je pense que l'employeur doit accompagner adéquatement dans ces mesures de transition-là, dans ce changement-là, dans l'apprentissage. Ouais. Ça, c'est d'une importance capitale. Puis on est un peu le chien de garde de tout ça, de s'assurer. Puis si on peut contribuer aussi comme mouvement syndical, ben je pense on veut faire partie de cette transition-là parce qu'on veut avoir notre mot à dire, Mhm. parce que c'est nous autres, le transmetteur, qui regroupe l'ensemble des préoccupations de nos travailleurs. Fait que si on ne fait pas partie de cette transition-là, Ouais. puis on n'est pas considéré à la juste valeur là-dessus, ben je pense qu'on est plus voué à l'échec à Mais ce niveau-là. est-ce que tu penses que ça va faire partie des sujets de l'heure dans les prochaines négociations? C'est sûr que c'est dans 4 ans, là, Ouais. mais dans les prochaines années, on sait que ça va sûrement peut-être être un sujet Ça de serait l'heure. pas surprenant. Ça serait la réponse que je te donnerais, ça serait Ouais. pas surprenant. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'il va falloir que l'ensemble des employeurs dans l'industrie de la construction se mettent à la page aussi. Ah non, Tu ben sais, c'est puis ça. C'est de plus qu'il en y ait une plus. évolution. Puis, Ouais. puis non seulement sur les applications, mais je pense qu'on peut profiter de la technologie pour améliorer nos manières de faire aussi. Ben, Tu tu sais, il faut optimalement que ça soit ça, Mhm. l'utilisation de Mhm. la technologie, évidemment. Euh, En fait, tu sais, on a parlé de rétention, d'attirer du monde en construction, tu sais. Euh, Peux-tu me parler un peu de comment vous voyez ça, justement, à FTQ, d'aller rallier la nouvelle génération, d'essayer d'attirer beaucoup plus de gens dans le milieu de la construction? Ce serait quoi les. Avez-vous déjà pensé à une certaine solution? Mais oui, d'attirer du monde en construction, mais aussi de rallier ces gens-là au niveau d'un mouvement syndical. C'est quoi votre. Mais premièrement, on le fait déjà en bonne partie. La première des choses, je me s'en ai déjà parlé. La formation professionnelle, statistiquement, c'est prouvé. Si tu intègres ton monde avec la formation, il y a 20% de chances de plus de les garder à long terme. Fait que ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ben, comme mouvement syndical, je pense qu'il faut qu'on soit à l'écoute. Je pense qu'on l'est. Tu sais, le mouvement syndical, on s'est engagé dans les États généraux. Sûrement que sur la place publique, vous en avez entendu parler. C'est un mouvement tu sais, intersyndical là-dessus. On prend ça au sérieux. La jeunesse qui vient, ben, je pense que c'est d'être à l'écoute, de créer des forums. Plusieurs de nos sections locales ont des comités des jeunes pour s'impliquer, nos assemblées. Notre présence terrain est non négligeable aussi de la FT Construction à travers la province du Québec. Ça, c'est le contact humain. Hein? Ouais. Fait que, tu sais, si on veut s'assurer de faire les bonnes choses, ben, il faut rester dans des bonnes communications. Puis ça, ben, il n'y a rien de mieux que le contact humain. Ouais. On a beau parler de la technologie, hein, puis tout le monde, on est en arrière de nos cellulaires, on voit les réseaux sociaux, puis tu te le quittes. Mais je pense que le contact humain, là, il n'y aura rien de plus fort que ça. Puis c'est une des optiques principales. Là, oui,
on essaye de développer d'autres moyens de communication. Ça, c'est sûr. Il va tout le temps falloir un communication de masse, puis tout ça, on le fait. Mais le contact humain, je pense que c'est primordial pour être à l'écoute. Puis tu sais, ça serait faux de dire que, ah oui, on va faire ça pour les jeunes, on va faire ça pour les jeunes, on va faire ça pour les jeunes. Ben, je pense qu'au fur et à mesure, puis il faut s'assurer de se renouveler comme mouvement syndical. Puis comment qu'on le fait? Mais c'est toujours de communiquer avec les nouvelles générations. Tu sais, je me suis impliqué longtemps comme jeune syndicaliste. Tu sais, j'étais quand même un jeune représentant. Tu sais, ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie, j'ai juste 42 ans. Je suis maintenant un jeune vieux. Je suis un jeune passé date. Un vieux de la vieille jeune. Ouais, quelque chose comme ça. J'ai quand même un bon équilibre entre l'expérience puis la jeunesse. Mais tu sais, c'est sûr que ma réalité que j'ai vécue dans ma vingtaine, ben, c'est pas la réalité que les jeunes dans la vingtaine vivent aujourd'hui. Mais je me souviens encore comment que je chialais, c'est plus vieux, écoutez-nous, puis vous allez nous écouter, c'est ça qu'on veut. Ben, tu sais, en tout cas, j'ai une bonne mémoire. En tout cas, je la garde encore. J'espère que je ne la perdrai pas en vieillissant. Mais ça m'anime vraiment beaucoup. Le fait que je me suis impliqué pendant des dizaines d'années dans des communautés jeunes. Puis là, mais je vois des résolutions, des choses qu'on a dit dans nos instances syndicales se mettre en place. C'est sûr que là, j'ai un beau rôle. C'est pas moi qui décide tout. C'est différent d'une compagnie. Là. Quand tu es PDG d'une compagnie, c'est toi qui décides tout, c'est ta compagnie. Mais PDG d'un syndicat, c'est j'ai le poids de mon chapeau, j'ai l'influence de mon chapeau, mais je pense que le piège que en tout cas, je vais m'assurer de ne pas tomber, puis je lance tout le temps le message à nos membres quand je peux, c'est de s'assurer de cogner à ma porte, puis de s'assurer que je reste connecté sur le terrain, parce que je resterai toujours un travailleur de l'industrie de la construction, qui aime travailler qui aime travailler sur le terrain, travailler physiquement, puis tu le quittes. J'ai un petit peu moins d'endurance maintenant. Aujourd'hui, en travaillant dans un bureau, j'ai perdu un petit peu de capacité physique, là, mais je suis resté toujours à l'intérieur de l'industrie de la construction, puis je veux rester connecté là-dessus. Ça, c'est important pour moi. C'est une importance capitale. Puis je pense que c'est ce qui nous drive aussi à l'AFT Construction. Puis je pense que c'est ça la beauté de l'AFT Construction, qui est une organisation résiliente. On se renouvelle. Oui, on a vécu des tempêtes, on a vécu des tumultes, mais on a toujours su se relever. C'est là que tu apprends, oui. Ben exact. Puis je pense que je suis pas fier nécessairement des mauvais coups ou quoi que ce soit, mais en même temps, je suis fier qu'on a passé à travers parce qu'on apprend des leçons, puis on regarde en avant, puis on se corrige au fur et à mesure. Mais on évolue avec l'évolution du temps. Longtemps, puis je pense encore aujourd'hui, la FT Construction va avoir une réputation de gros bras, puis tu le quittes. Ben, si c'est une réputation de gros bras, parce qu'on revendique, puis on est toujours là, puis on est à l'écoute de nos travailleurs, puis on veut toujours aller plus loin, ben je la prends, cette réputation de gros bras-là. Il y a des gros bras qui sont intéressants. Là. Exact. Fait que cette définition-là, puis c'était comme un running gag quand j'ai commencé dans l'industrie de la construction. Ah, les gros bras de la construction. Puis, tu sais, on va dire, quand j'ai commencé comme représentant temporaire, là, à 26 ans, là, puis je suis arrivé, j'étais pas bien plus gros que là, tu sais. Fait que là, peut-être j'avais moins de graisse, là, un peu, mais j'étais pas bien plus gros que là. Quand ça me faisait rire, tu sais, ouais, que j'étais un gros bras, tu penses que je vais te péter à la gueule? Non, t'inquiète pas, j'ai assez de gueule pour échanger ensemble, là, exact. Là. J'ai assez d'arguments dans mon panier, dans mon coffre à outils pour te convaincre, fait que je vais utiliser ma parole. C'est tout le temps bon d'être. On évolue dans ce sens-là, mais regarde, je renierai pas le passé de notre militance parce qu'on répondait aussi à une imposition patronale qu'on avait qui était violent, intimidateur, harceleur, qu'on nommait pas comme ça dans le temps. Aujourd'hui, on utilise ces termes-là, le harcèlement, l'intimidation, toute l'équipe. Mais dans ce temps-là, c'est que t'es tough ou t'es désigné de mots qu'on n'utilise plus. Mais c'est sûr et certain que si tu es un agresseur, tu peux pas te mettre à genoux dans un coin, d'une certaine manière, tu ne gagneras pas. Exact. C'est impossible. Puis on s'est rarement positionné comme victime en tant que syndicat, puis pour le bien-être de nos membres. Ben, fait que ça se peut qu'on a eu de l'air peut-être agressif, mais on répondait à l'intensité qu'on avait de l'autre côté aussi. Exact. Mais tu sais, on te parlait justement, là, tu sais, la nouvelle génération, les réseaux sociaux, puis là, on parle de plus en plus de santé mentale, tu sais. Brièvement, là, avez-vous un feeling que c'est de plus en plus accepté sur les chantiers, justement, des gens qui ont
des problèmes mentaux ou qui vivent un peu des situations qui sont pas nice, parce que je me souviens, quand j'ai commencé, il y en avait qui passaient des mauvais quarts d'heure sur des chantiers puis qui avaient quitté la construction à cause de ça. Tu sais, ça, c'est-tu quelque chose que vous, justement, vous avez des programmes pour ou que vous faites attention? Comment que ça se passe au niveau de la santé mentale, présentement? Ben, est-ce qu'il y en a? Il y en a encore. Ça a été décrié dans des rapports aussi par rapport à la rétention faite par la CCQ dans les dernières années, l'intimidation, tout le kit. Fait que oui, il y en a. Est-ce qu'on fait quelque chose? Ben, c'est sûr que depuis de nombreuses années, tu sais, dans les négociations, il y a nos avantages sociaux. Ben, on a des PAE, donc des programmes d'aide aux employés qui est couvert par la carte médic qu'on appelle Construire en santé. Puis découlant de ce programme-là, ben, on a un réseau d'intermédiaires. OK. C'est quoi ça fait des intermédiaires? En fait, c'est des gens qui sont des membres qui vont s'impliquer, qui ont un petit peu plus peut-être que la moyenne, le cœur à aider les autres, ou peut-être eux autres même aussi. On a plusieurs intermédiaires qui ont vécu des choses, que ce soit de l'intimidation, des problèmes personnels, que ce soit de la dépression, que ce soit des problèmes de toxicomanie, de jeu, ou que ce soit soit dans le jeu de santé mentale, soit dans... Puis c'est une maladie, là. Avoir des dépendances, c'est une maladie. Fait que il y en a qui ne l'ont pas vécu, il y en a qui l'ont vécu, puis en fait, c'est des formations qu'on aide, qu'on offre, en fait, à des membres qui sont intéressés là-dessus. Ça, c'est dans l'industrie de la construction au complet, mais je te dirais qu'à FT Construction, je suis assez fier du réseau qu'on a à travers la province d'intermédiaires. Puis aussi, on recoupe ça dans certaines occasions, la FTQ, vu qu'on est affilié avec la FTQ, on a un réseau qu'on appelle les délégués sociaux. OK. Ça, c'est quand même, on est quand même assez fiers là-dessus. La structure de la FTQ a été dans les précurseurs depuis de nombreuses années qu'on a un réseau de délégués sociaux. Donc, c'est de former encore là des poteaux dans des industries, dans des régions, tout le kit, pour que, mettons, tu files pas bien ou quoi que ce soit, tu appelles ton représentant syndical. Mais c'est pas tout le monde qui a la même attitude. Fait que, tu parles d'un enjeu. Ben, d'ailleurs, je suis formé comme intermédiaire. Ça dépend du profil, de personne. Exact. Si tu as le goût de faire ça, mais quand même une bonne proportion de nos représentants sont formés pour ajouter une corde à leur arc puis d'avoir une approche. Et bien souvent, on va les passer un peu à un membre pour les accompagner, puis les accompagner dans leur démarche avec Construire en santé pour obtenir du soutien. Okay. Que ça soit psychologique, que ça soit une infirmière. C'est dans une maison de soins quelconque. Fait que ça, c'est l'accompagnement qu'on fait. Je sais que c'est pas très connu, mais on a quand même un beau réseau, puis on a beaucoup de monde qui sont impliqués là-dessus, puis j'en profite pour les saluer leur effort. Honnêtement, c'est des piliers là, pour la relation humaine qui est fondamentale. Fait que ça, c'est des choses qu'on fait. On a fait des campagnes de sensibilisation, pas faites en béton, pour dénoncer un peu, puis un peu de démystifier, là, c'est quoi les attaques que tu ne devrais pas tolérer, puis peut-être que historiquement, est-ce qu'on avait un orgueil plus haut que la moyenne? C'était plus accepté avant. Plus accepté, mais je pense qu'il faut en parler ouvertement. Fait qu'ouvrir à la discussion, c'est des campagnes qu'on fait. Puis de démystifier un peu ça. Fait que sensibiliser un peu ceux qui ont des réflexes un peu malsains là-dessus. Puis donner des outils à ceux qui en ont besoin. Exactement. Fait que ça, c'est des campagnes qu'on fait à ce niveau-là, puis qu'on va continuer à faire, puis qu'on sensibilise. Puis c'est sûr que là-dessus, le fait d'en parler de plus en plus dans la société, ben on se fait de plus en plus solliciter comme représentant syndical sur l'ensemble de nos représentants syndicaux. Fait que oui, on a vu une croissance de griefs faits sur le harcèlement psychologique à ce niveau-là. Fait que ça, il y a quand même eu des belles avancées au niveau de la législation. C'est encore méconnu. C'est encore méconnu comme processus. Mais il faut toujours miser sur la résolution de conflits. Quand on a un interlocuteur qui est bon, qui est facilitant la communication, ben on réussit dans certaines situations de régler le problème. Puis encore là, ben faut intervenir puis des fois monter le ton entre certains agresseurs. Là. 100%. Dans le fond, petit mot pour la fin. Ouais.
Ce serait quoi ton conseil ou ton message justement pour soit des gens qui se disent hey, je vais peut-être aller dans la construction ou je suis en train de faire ma formation puis je rentre bientôt dans la construction. Ce serait quoi ton message, ton conseil que tu donnerais là? Ben, pour ceux qui bientôt veulent intégrer l'industrie de la construction, ben, peu importe votre mode d'entrée, ben, on va vous accueillir à grand bas ouvert. Le meilleur conseil que je peux vous donner, passez par nos instances syndicales, l'ensemble de nos sections locales. Si vous reconnaissez la FT Construction, checkez sur notre site Internet, on va vous relayer à la bonne section locale, tout dépendant du métier ou de l'occupation que vous voulez faire, on va vous guider. C'est sûr qu'on va prioriser la formation professionnelle, fait qu'on va essayer de vous faciliter la vie pour vous faire connaître les centres de formation qui offrent de la formation. Puis vous accueillir dans les démarches là-dessus. C'est une méchante belle industrie qu'on a dans l'industrie de la construction. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Est-ce que la société est parfaite? C'est ça. Non. Il y a rien de parfait. Il y a des choses à corriger là-dessus. Puis, tu sais, tout au cours des parcours de nos travailleurs de l'industrie de la construction, le conseil que j'aurais à donner, c'est que le syndicat, c'est un outil de travail. Fait que dans ton coffre à outils, il faut toujours que tu le gardes le plus proche. Je pense que c'est ton outil le plus important. Mm-hmm. Parce que on est tous des gens de métier à la FT Construction, métier d'occupation. Fait qu'on a tous vécu les enjeux. Fait que quand moi, j'étais représentant au sein du local 9, charpentier-menuisier, ben quand c'est un charpentier-menuisier qui m'appelle, j'ai vécu les mêmes enjeux qu'il a vécu sur son chantier. Fait que je suis le mieux outillé pour le conseiller, que ce soit dans les conventions collectives, dans les lois, dans la santé-sécurité, s'il y a des enjeux. Puis démystifier une affaire, c'est pas parce que tu appelles ton syndicat qu'on va sortir, ça a toujours été mon expression, la brique puis le fanal, puis on va partir en guerre contre l'employeur. Uh-huh. On va parler de solutions ensemble, on va consulter le membre. Comment tu te sens? Parce que c'est pas tout le monde qui a la même attitude. Il y en a qui sont plus réservés, il y en a qui sont plus dans l'offensive, ils ont plus une assurance. Des fois, c'est juste de prendre un conseil, puis je reviens à l'outil. Hein? On est dans l'industrie de la construction. On est l'outil le plus pratique pour nos travailleurs dans l'industrie de la construction. Servez-vous, nous autres, la FT Construction. On est là pour vous autres. Puis ça va juste améliorer votre parcours puis votre carrière dans l'industrie de la construction. Sur sur ces beaux mots, je veux juste encore une fois te remercier d'avoir participé. Et merci à toi. Et que du succès, monsieur, pour le futur. Ben, merci à toi. Merci de l'invitation.